parler aujourd'hui de comment réduire notre impact énergétique sur l'utilisation de notre cloud, et notamment au travers de l'utilisation de Kubernetes. On va voir ça au travers de différents aspects que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant tout ça, je vais commencer par me présenter. Donc Yannick Perret, je suis ce qu'on appelle un Ops, c'est-à-dire je m'occupe de faire de l'hébergement d'applications. Voilà, ça peut être plein d'aspects différents. Ça va être de savoir où l'héberger, dans quel cloud provider, faire la surveillance, faire l'exploitation, tous ces aspects-là. À côté de ça, donc, je suis également formateur pour Octo, à côté de mon métier de consultant. Et je suis également auteur de livres aux éditions ENI. Donc, si vous avez un livre sur Ansible, sur Kubernetes ou sur Prometheus qui traîne quelque part, qui est écrit en français, il y a des chances que ce soit moi qui ai pu l'écrire. Je vais commencer par quelques chiffres pour donner un peu de contexte par rapport à de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Concrètement, le numérique représente, au niveau mondial, ça représente à peu près 4% des gaz à effet de serre qui peuvent être émis, donc rien que pour de l'informatique. Et au niveau mondial, la consommation d'électricité, elle est aux alentours de 2% qui sont liés au fonctionnement de nos data centers. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2022, donc ils sont un petit peu, j'allais dire qu'ils sont un peu vieux maintenant. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en réalité, ces usages, ils sont en cours d'explosion. Il y a une enquête qui est sortie en 2026, vraiment il n'y a pas très longtemps, et qui projette une utilisation aux alentours de 3,7, enfin une multiplication par 3,7 de ces usages en France, ce qui est quand même assez important, d'ici l'horizon 2035. Et on peut même augmenter ce chiffre-là si on prend en compte le fait qu'on utilise énormément des choses qui se trouvent hébergées à l'étranger. On peut monter ce chiffre à 4,4, ce qui nous fait dire que finalement, on est face à un phénomène où on a une grosse explosion de la consommation potentielle de nos ressources. Un autre chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que nos hors-prod, c'est-à-dire que sur notre facture au niveau du cloud, ça représente à peu près, tout ce qui est vraiment environnement non prod, c'est à peu près 60 à 70% de la consommation de notre facture, pour un temps d'utilisation qui est généralement inférieur à 30%. Ce 30%, ça représente grosso modo le moment où les gens travaillent, donc c'est pendant les heures ouvrées, grosso modo. Ce qui me fait un peu dire que du coup, on marche un peu sur la tête, parce que d'un côté, on a une explosion des consommations, et de l'autre, on se rend compte qu'on a un tas d'environnements qui ne sont pas utilisés. Alors, par rapport à tout ça, je vais souvent parler de facture. D'ailleurs, pourquoi je vais utiliser ce terme-là? C'est plutôt pour une raison simple, c'est que généralement, c'est beaucoup plus simple de suivre une facture, parce qu'on va savoir si on va augmenter ou on va diminuer. Et c'est un bon indicateur pour savoir si on a notre impact de consommation carbone qui augmente ou au contraire qui diminue. Voilà. Bon, je vais finir avec tout ça, et je vais vous parler d'une passion qui m'anime tous les jours, c'est de supprimer des choses qui tournent dans les data centers. Alors, ça peut être soit des serveurs, mais ça peut être aussi, par exemple, du code qui sert à rien. Donc, c'est une grande passion. Alors, par contre, le problème de cette passion, c'est que des fois, il y a des choses qui peuvent casser concrètement, mais rassurez-vous, tout ça est tout à fait normal. Généralement, c'est voulu. C'est juste pour savoir, pour être bien sûr, est-ce que ce qu'on vient de supprimer a une réelle utilité ou non. Donc, vous en doutez, le premier geste dont on va parler, ça va être concrètement de se poser la question, est-ce que je pourrais éteindre mes machines la nuit? En faisant ce geste finalement assez simple, on va arriver, donc on va appliquer ça principalement bien sûr sur les machines hors prod, même si on pourrait poser la question sur des cas de prod, si jamais on n'a pas besoin pendant la nuit ou pendant les week-ends. Ça peut être un axe intéressant à suivre. Mais simplement en faisant ça, on va se retrouver avec une plage d'extinction qui va couvrir, si on prend de 19h jusqu'à 8h, mettons, on éteint les machines, plus le week-end. Si on cumule cet ensemble, ça représente à peu près 61% du temps d'extinction de nos machines. Donc concrètement, ça, si vous le reportez sur votre cloud provider, ça représente directement 60% d'économie pour vos machines hors production.
Donc pour l'implémenter, ça peut être assez simple, hein. Ici, on est sur un mécanisme d'autoscaler, enfin un groupe d'autoscale qui est côté AWS, hein, mais le principe est utilisable dans d'autres cloud providers. Et donc grâce à ça, on va juste dire au système, je souhaite mettre le nombre de machines à 0, et à partir de là, on ne consomme plus de ressources pendant la nuit. Bon, très bien. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il est généralement plus facile d'éteindre une machine ou de la détruire plutôt que de la construire, hein. Donc c'est Lamartine qui nous a dit ça. Et concrètement, on va essayer de voir en quoi ça nous concerne ici. Donc concrètement, on a besoin de redémarrer notre cluster. Donc pour ça, on va se reconnecter toujours à notre mécanisme d'autoscaling. On va dire maintenant, je veux un nombre positif de machines. De là, on va avoir une API Cube qui va se lancer. On va avoir des nœuds qui vont arriver au fur et à mesure. Et concrètement, on va avoir notre cluster qui va se lancer directement. Ce qui se passe, c'est que notre cluster, lui, il lance tout en même temps. Il ne va pas trop chercher à savoir s'il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres. Et concrètement, la situation va plutôt ressembler à ce qu'on voit ici. On va se retrouver un petit peu embouteillé avec, là, ici, donc, ces petits canards qui vont bloquer nos scooters. Et on se retrouve dans une situation où on a une congestion qui va apparaître. Et on va avoir des machines qui vont mettre, enfin des applications qui vont mettre énormément de temps à démarrer. Donc c'est là où on peut se poser la question, pourquoi est-ce que mon cluster prend autant de temps à démarrer et pourquoi je peux avoir potentiellement des crashs qui peuvent apparaître à ce moment-là? Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est on peut se repencher un petit peu sur la structure classique de nos applications. Donc concrètement, ça ressemble souvent à un arbre comme ça de dépendance, hein. On va avoir un ensemble de services qui sont démarrés. Et on va voir qu'il y a des choses qui dépendent enfin, il y en a certaines qui vont avoir des dépendances et d'autres qui n'ont pas du tout de dépendance. Donc le matin, plutôt que d'essayer de tout démarrer d'un seul coup, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord se focaliser sur les éléments qui n'ont pas de dépendance directe. Une fois que ces éléments-là sont démarrés, on peut démarrer les éléments qui ont une dépendance directe dessus. Et de proche en proche, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir une application qui est totalement démarrée et entièrement fonctionnelle. Donc pour implémenter ça, ce que moi j'utilise généralement, je vais m'appuyer sur deux mécanismes. D'un côté, des probes qui vont me permettre de savoir finalement est-ce que mon application est démarrée. Donc ça, c'est là, vous avez un mécanisme avec du Keycloak et du Python, ben, peu importe, hein, ça peut être d'autres technologies. Et donc ça va permettre d'indiquer à mon système finalement est-ce que mon module est démarré ou non. D'un autre côté, je vais utiliser un mécanisme d'init container, ce qui va me permettre de savoir est-ce que le module sur lequel je dépends est démarré. Pour ça, je peux juste faire un netcat. Je n'ai pas besoin de connaître le protocole exact de l'application qui est derrière. Il faut juste que je vérifie que le port est bien ouvert et qu'il y a quelque chose qui me répond. À partir de là, je peux considérer que mon système est bien démarré et donc mon système peut passer à son propre démarrage. Donc là, ce qu'on a d'intéressant qu'on peut noter, c'est que là, on vient d'attendre finalement sur nos modules, on vient de les mettre en attente pour finalement les faire démarrer au moment où ils peuvent démarrer. Parce que concrètement, si on essaye, par exemple, si je prends l'exemple d'une application Spring Boot, si on essaye de la démarrer alors que sa base de données n'est pas présente, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se dépêcher de démarrer, il va essayer de se connecter à la base et crash. Il va crasher aussi sec derrière. Et puis, ce qu'il y a de bien avec Kubernetes, c'est que vu que c'est un système de réconciliation automatique, il va essayer aussi sec qu'il vient de voir le pod se crasher, il va essayer de le redémarrer directement derrière. Donc, on se retrouve comme ça, on va perdre finalement de la puissance CPU et de la puissance de ressources. On va perdre du temps à essayer de démarrer des choses qui ne servent à rien, enfin, qui ne peuvent pas démarrer tout de suite. Donc là, l'idée, c'est vraiment focaliser notre attention sur les modules qui ont besoin d'être démarrés en premier. Et naturellement, de proche en proche, comme ça, on va pouvoir implémenter un système qui démarre l'ensemble de ses composants. Un autre aspect intéressant à avoir en tête, c'est tout simplement de se poser la question, est-ce que j'ai besoin de consommer de la ressource à tout moment ? Donc pour ça, on peut se poser la question, enfin, on peut regarder, est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes mes machines toujours présentes ?
Donc, ce qu'on peut faire pour ça, c'est on va regarder, par exemple, la journée type d'un développeur. Donc, un développeur, il va avoir besoin de temps pour coder ses fonctions. Il va ensuite committer son code quelque part, le pousser sur une branche. Ensuite, il va aller prendre un café, il peut aller manger. Il peut passer du temps avec ses collègues pour échanger. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'il va ouvrir une merge request pour merger son code quelque part sur la branche principale de développement pour qu'ensuite ce soit déployé quelque part. Donc partant de là, ce qu'on peut faire, c'est on peut regarder un petit peu finalement comment s'organise mon cluster. Donc je vais avoir d'un côté un environnement de dev qui me donne à disposition, sur lequel j'ai rattaché des machines de développement pour pouvoir héberger mon environnement de mise au point. Et si je n'ai pas de build à faire, si je n'ai pas eu de branches qui ont été modifiées ou de merge requests qui ont été ouvertes, je laisse mon groupe de build complètement éteint. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque j'ai un push qui va venir se présenter, quand le développeur va avoir envie de pousser son code quelque part, ça va automatiquement enchaîner tout un ensemble d'opérations qui vont être du test unitaire, du vérification de code, des aspects de sécurité, de dépendance, de choses comme ça. Et au bout d'un moment, mon système va venir se mettre à jour automatiquement. Et si je n'ai pas d'autres builds qui arrivent entre-temps, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement supprimer mon groupe de machines, la machine que je viens de provisionner, parce que je n'en ai plus besoin. Donc l'intérêt, là, toujours à avoir en tête, c'est essayer de ne construire que ce que vous avez réellement besoin de faire. Et de le faire, pour ça, vous pouvez vous appuyer sur le mécanisme de merge request dont on vient de parler. Donc là, ce qui va se passer, c'est on va simplement indiquer aussi à la CI, j'ai une merge request qui vient d'être ouverte. J'ai envie potentiellement de lancer des tests. Ce n'est pas la peine, par exemple, de le lancer si on a juste une branche qui a été poussée, qui n'est pas encore prête. Si c'est du travail en cours, finalement, on ne dépensera pas de puissance machine sur ces aspects-là. Un autre aspect intéressant à regarder, c'est finalement, est-ce que je vais avoir besoin de mes environnements à tout moment? Donc là, on l'a vu, par exemple, le cas de l'environnement de dev, on ne va pas trop se poser la question, on en a plutôt besoin régulièrement, donc on va le démarrer systématiquement le matin. En revanche, on a d'autres environnements dont on sait pertinemment qu'on n'en aura pas forcément besoin à tout moment. Si je prends l'exemple si on veut faire par exemple des tests d'intégration, les tests d'intégration, concrètement, on va faire quoi? On va se connecter à un environnement, on va faire des modifications sur le contenu de la donnée, et après, on va laisser l'environnement flotter comme ça, et il ne va pas nous servir concrètement, il ne sert pas aux humains. Il va juste servir le temps de faire nos tests. De la même manière, un environnement de bench, il va nous servir juste au moment où on en aura besoin. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de chercher à le laisser démarrer tout le temps, on va se focaliser sur, on va donc créer l'environnement au moment où on en a besoin. On va procéder ensuite à un import de la donnée, qui peut être par exemple un import qui vient d'une base de données de prod ou des choses comme ça. On peut jouer un mécanisme d'anonymisation dessus. Et à partir de là, on peut lancer notre test. Et une fois qu'on a fait notre test, finalement, on peut supprimer complètement notre environnement. L'aspect intéressant de tout ce qu'on vient de voir, finalement, c'est que là, on vient de tester plein de procédures que vous testez très peu régulièrement. Typiquement, on a peu l'occasion de créer des environnements à la volée. On a peu l'occasion de tester la restauration d'une base de données. Là, on a testé également que l'export de notre base de données de prod fonctionnait correctement. On a également testé que la suppression fonctionnait bien. Ça, en général, ça marche plutôt bien, il n'y a pas de problème. Donc, ce faisant, on vient de lancer plein de tests hyper intéressants qui vont nous mettre en confiance finalement quand on aura besoin de faire ce genre d'opération pour une mise à jour importante de la production ou des choses comme ça. Là, on l'a vu, c'était pour des environnements, on va dire, à destination d'automates, mais il y a de temps en temps, on a quand même besoin de mettre à disposition des environnements pour qu'ils puissent être utilisés par des gens qui vont faire de la recette ou pour des mécanismes, par exemple, si vous avez besoin de faire une formation, vous avez un environnement qui est dédié à ça. Ça, c'est des environnements, vous en aurez besoin une fois de temps en temps. La recette, c'est peut-être 2 fois par mois si vous avez de la chance. Ça peut être un environnement formation. S'il n'y a pas de formation cette semaine-là, ça va vous servir à rien. Donc, on pourrait se dire, je vais les laisser éteindre
enfin les laisser complètement éteints et je les démarrerai quand on me demandera de le démarrer. Le problème, si on fait ça, c'est que votre utilisateur, lorsqu'il va se connecter dessus, il va avoir une belle erreur qui va lui dire le système est indisponible et il va pas savoir trop l'interpréter, hein, parce que c'est des gens qui sont plutôt généralement fonctionnels, qui n'ont pas trop de connaissances techniques et ils vont pas être en mesure comme ça d'interpréter ce type d'erreur. Donc, moi, ce que j'ai pu faire dans le passé pour quand même laisser mes environnements éteints, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des pages de maintenance qui permettent aux utilisateurs de leur laisser la possibilité de démarrer leur environnement. Donc, concrètement, ils ont un petit bouton sur l'environnement, enfin, sur la page qui vient remplacer la page principale et qui leur laisse la possibilité de démarrer tout ça. Donc là, le principe est assez simple, hein, c'est notre petit utilisateur va cliquer sur son bouton Start. Ça va, comme on l'a vu tout à l'heure, démarrer les premiers modules sans dépendance, les modules avec une dépendance unique, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir une application qui est fonctionnelle. Et tout à la fin, ce que je fais, c'est que je vais éteindre ma page de maintenance et basculer sur la page principale. Et de cette manière-là, je ne démarre mes environnements que lorsque j'en ai réellement besoin. Pour l'implémentation de tout ça, alors c'est quelques conseils que je vous donne, hein, c'est quelques outils que j'ai pu utiliser pour pouvoir faire tout ça. Il y a d'un côté KubeGreen qui vous permet de gérer l'extinction de vos machines. KubeJanitor qui vous permet de faire du ménage, donc ça vous permet comme ça de supprimer des environnements éphémères ou des choses comme ça. Et je vous ai également mis un petit QR code pour un projet à moi que j'ai mis en open source, qui reprend les principes dont je viens de vous parler. Voilà, si vous voulez retrouver ça chez vous, enfin l'implémenter chez vous, n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Je suis le mainteneur officiel. Donc là, on a parlé d'extinction de machines. On va voir également qu'on peut, par exemple, se poser la question d'utiliser des machines et des services qui sont adaptés à ce que vous êtes en train de vouloir faire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle beaucoup de cloud, même si ça peut être aussi du on-premise, hein, ça s'applique de la même manière. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si vous êtes chez Amazon, chez Google ou n'importe où, à la fin, vous allez héberger votre application sur un serveur qui a une réalité physique. Et cette réalité physique, elle a des caractéristiques que vous connaissez plus ou moins, hein. Une de celles-là, c'est que généralement, la taille de vos machines, ce sera généralement un ratio de 1 CPU pour 4 Go de mémoire, généralement. Par rapport à ça, ce que je vous conseille, c'est de faire attention. Enfin, moi, l'erreur que j'ai pu faire, moi, quand j'ai démarré l'utilisation de Kubernetes, c'était de me dire, j'ai besoin de 2 CPU et par contre, je vais tailler tout petit la mémoire. Alors, ça peut être prétentant, mais il faut faire attention parce qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est que vous allez surallouer de la CPU, donc vous allez surallouer des serveurs qui vont être sous-utilisés. Donc, faites attention quand même à conserver un ratio qui soit cohérent par rapport à tout ça. Inversement, si vous avez des machines si vous avez des applications qui ont besoin d'un ratio CPU qui soit différent, n'hésitez pas à utiliser des groupes de machines différents en fonction de ce que vous voulez héberger. Alors, il y a des groupes de machines dans vos cloud providers qui vous proposent un CPU pour 2 Go ou un CPU pour 8 Go. Donc, Kubernetes permet de très facilement gérer des groupes de machines. Vous pouvez faire des mécanismes de sélecteurs, des choses comme ça. Donc, vous pouvez très bien vous dire, ce type de workload, je vais le mettre sur plutôt tel ou tel type de machine, et celui-là, je l'ai sur tel autre type de machine. Et ce qui m'amène aussi à un autre conseil que je peux vous donner, c'est les hyperscalers mettent à disposition généralement ce qu'on appelle des instances spot. Alors, une instance spot, c'est quoi concrètement ? C'est la même instance, donc concrètement, c'est les mêmes machines virtuelles que vous pouvez avoir, que vous payez normalement. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont beaucoup moins chères. Elles coûtent 4 à 5 fois moins cher. Bon, elles ont le petit défaut de pouvoir être supprimées sans crier gare. Donc, il faut faire un petit peu attention par rapport à ça. Donc, le conseil que j'ai à vous donner là-dessus, c'est utiliser du workload qui soit adapté à ça, donc plutôt du stateless, ou en tout cas, si vous avez besoin de faire tourner, par exemple, des batchs, ça peut être un cas que vous pouvez très bien gérer. Faites attention que votre batch supporte bien cette réentrance du fait que si vous perdez le job, il faut que ça puisse être relancé sans avoir trop de conséquences. Sur le stateless, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez mettre en place, par exemple, un mécanisme de réplica à un nombre supérieur à 1.
Et avec un mécanisme d'anti-affinité, ça vous permet comme ça de distribuer votre application sur plusieurs nœuds différents. Ce qui fait que si jamais vous perdez une instance spot, c'est pas la catastrophe. Hein, l'application est toujours disponible de manière globale et vous n'avez pas de perte au niveau de votre application. Un truc intéressant là-dessus, c'est les cloud providers fournissent généralement, là je vous ai mis le cas d'Azure, des mécanismes de tolérance et de teinture. Donc ça vous permet, c'est un terme un peu barbare, mais qui permet comme ça d'indiquer au workload de vos applications, ne tourne pas sur ce type d'application. Donc par défaut, on ne pourra pas le faire exécuter sur telle ou telle application, enfin sur tel ou tel nœud. Il faudra que vous fassiez le travail de dire je veux que mon application puisse aller sur tel type de nœud. Et donc, ça permet comme ça d'avoir un aspect un peu conservateur. Vous pouvez utiliser des machines classiques si vous ne dites rien. Et si vous voulez aller sur des instances spot, il faut vraiment préciser au système que vous pouvez le faire. Alors oui, un aspect intéressant aussi à garder en tête. Là, je vous ai parlé vraiment de type de machine en fonction de caractéristiques qui sont différentes. N'oubliez pas non plus que vous pouvez avoir aussi, pour un même type de machine, des workloads qui vont avoir des caractéristiques différentes. J'ai parlé de batch, par exemple. Évitez de faire cohabiter des batchs avec, par exemple, des applications temps réel. Hein, si vous avez une API qui a besoin de respecter un temps de réponse important, enfin très bas, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de batch qui aille dessus, parce que le batch, lui, s'il met un peu plus de temps à s'exécuter, bon, bah, ma foi, c'est pas très très grave. En revanche, si vous avez un utilisateur qui met 10 fois plus, enfin qui a un temps de réponse qui est 10 fois supérieur à ce qu'il a d'habitude, parce que justement, il y a un batch qui est juste à côté, donc faites attention à ça, et spécialisez vos machines en fonction de ce que vous souhaitez faire. Hein. Ah, et puis un dernier aspect aussi intéressant à avoir en tête, c'est on peut héberger des bases de données. Alors, je ne sais pas si je vais avoir des réactions sur ce sujet-là, mais on peut très bien héberger des bases de données dans un cluster cube. Et ça peut être très intéressant parce que ça va vous permettre comme ça d'avoir la même souplesse que ce que vous pouvez avoir sur des applications, donc sur le type d'application qu'on vient de voir. Ça va vous permettre de pouvoir dire je crée des bases à la volée. Et si j'en ai pas besoin, je peux les supprimer. Hein, ça vous évite d'avoir comme ça des bases de données qui restent à disposition et qui vous coûtent plus cher de toute façon que des bases de données dans un cluster cube. Hein. Je ne vais pas donner un ordre de grandeur, on est à quelques centaines d'euros sur une base de données dans le cloud. Dans un cluster cube, ben, ça peut être vraiment, c'est anecdotique, quoi. C'est partagé avec le reste. Donc, c'est vraiment quelques dizaines d'euros ou des choses de cet ordre-là. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour réduire aussi vos coûts. Donc là où j'en viens un petit peu par rapport à tout ça, c'est que Kubernetes va vous permettre un petit peu un autre aspect intéressant de Kubernetes, il va vous permettre comme ça de vous abstraire finalement de votre infrastructure. C'est-à-dire que là, on vient de parler de base de données. Cette base de données, vous pourriez très bien vous dire, par exemple, je suis sur des environnements on-premise, vous pourrez très bien utiliser ce même mécanisme chez vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un cloud provider. Ça vous permet comme ça de disposer de systèmes qui sont très matures en termes d'utilisation, sans avoir à vous dire je vais mettre mon workload stateless d'un côté et tout ce qui est stateful, je le garde sur des machines virtuelles. Ça vous permet comme ça de pouvoir très facilement héberger ce type d'applications qui sont un peu compliquées à héberger. Et moi, ce que je vois, le terme que j'utilise, c'est Kubernetes. Pour moi, c'est un petit peu un runtime d'infrastructure. Et si jamais vous voulez changer finalement de cloud provider, ça vous permet comme ça de le faire très facilement. Votre socle, ça devient quelque chose qui est interchangeable. Vous pouvez le changer. Si vous passez de Azure à AWS ou vous partez chez OVH ou Scaleway, par exemple, vous n'allez pas avoir de différence. Ou même si vous êtes sur du on-premise, c'est exactement la même chose. Votre application ne changera pas. Bon, bien sûr, il faut respecter quelques contraintes, mais en principe, vous pouvez très bien changer sans avoir d'impact important par rapport à tout ça. Un dernier aspect que je voulais vous présenter, c'est tout ce qui va être mutualisation de ce qui peut l'être. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est si vous avez par exemple des composants qui sont démarrés et que vous avez besoin que vous n'avez pas besoin de multiplier. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un élément d'authentification, plutôt que de le démultiplier par environnement, vous pouvez ne le déployer qu'une seule fois. Ou ça peut être des composants qui sont communs que vous pourrez réutiliser.
Un petit exemple que je peux vous donner, c'est par exemple, vous avez ici un environnement complet qui va héberger, par exemple, l'ensemble des modules de votre application. Et si vous avez besoin de faire un test concernant juste un ensemble de fonctionnalités qui ont été développées sur un sous-ensemble de modules, ce que vous pouvez faire, c'est réutiliser les modules qui se trouvent à côté. Et là, ici, on voit, on peut même utiliser une base de données qui se trouve créée, celle que je viens de vous présenter, hein, vous pouvez la créer à la volée. Ce sera une toute petite base qui vous permettra voilà, de pouvoir héberger les éléments que vous souhaitez utiliser. Et vous n'avez pas besoin de redéployer complètement votre infrastructure, enfin votre environnement. Hein, c'est le petit message, bon, c'est un peu la palissade, mais un module qui n'est pas démarré est toujours beaucoup plus rapide à mettre à jour, hein, et il va consommer beaucoup moins de ressources, hein, parce que ici, vous pourrez très bien utiliser qu'un seul élément. Un aspect important là-dessus, c'est, dans la mesure du possible, utiliser les mécanismes propres à Kubernetes pour faire l'isolation de vos environnements. Les namespaces vous permettent de pouvoir disposer comme ça d'une isolation logique qui est très pratique à utiliser, et vous pouvez combiner ça avec plein de choses. Des network policy pour empêcher que vous puissiez communiquer d'un environnement à un autre. Vous pouvez également séparer votre workload, on l'a vu, avec des groupes de machines différents. Si vous n'avez pas envie d'avoir, par exemple, certains environnements aux mêmes endroits, vous pouvez utiliser comme ça des groupes de machines différents. Vous pouvez mettre votre CI/CD d'un côté. Vous pouvez mettre, qu'est-ce que j'allais dire, tout ce qui est batch, vous le mettez sur un autre groupe de machines. Voilà. Ça va vous permettre et éviter, bien sûr, de créer des clusters indépendants parce que ça ne va pas vous apporter une grande souplesse. Enfin, ça va vous apporter des éléments supplémentaires à gérer. Donc, ça peut être, si vous n'avez pas des contraintes particulières par rapport à ça, n'hésitez pas à mutualiser vos clusters. Donc, par rapport, bon, on en vient un petit peu à la conclusion. Alors, gardez en tête que tout ce que je vous ai montré, ce n'est pas quelque chose que j'ai sorti de mon chapeau du jour au lendemain. C'est vraiment un processus qui est continu, hein. C'est plusieurs années de techniques, hein, que j'ai pu mettre au point. Et voilà, c'est vraiment pour moi une rigueur que dès qu'il y a quelque chose que je souhaite mettre en œuvre, ce que je fais, c'est je me pose la question, est-ce que je ne peux pas faire en sorte d'essayer de réduire ma consommation? Donc ça, c'est vraiment une rigueur que j'essaye de m'appliquer et j'essaye de l'appliquer, enfin cette culture, j'essaye de la transmettre auprès de mes collègues et de mes clients. L'autre aspect, c'est rationaliser l'utilisation de vos ressources. Est-ce que vous avez besoin de cet environnement à tout moment, tout le temps? Peut-être pas. Surtout si c'est quelque chose qui est en hors prod. Moi, je pense qu'il y a possibilité qu'on puisse se permettre de l'arrêter à certains moments. Builder que le nécessaire également. Ajuster en permanence également l'usage de vos machines. Mettez en place des mécanismes d'observabilité, par exemple, pour vérifier est-ce que ce que vous consommez correspond réellement, enfin, est-ce que vos machines sont utilisées de manière correcte ou est-ce que vous ne faites pas une surallocation de ressources? Donc, pour ça, je vous conseille vraiment de mettre en place des outils comme Prometheus ou des choses comme ça qui vont vous permettre comme ça d'observer qu'est-ce qui se passe sur votre système. Et toujours dans le même aspect, c'est mutualiser, hein, on l'a parlé, hein, si vous avez besoin d'un seul cluster, ce n'est pas la peine d'en faire X. Votre séparation, vous pouvez le faire très facilement avec des mécanismes propres à Kubernetes, ce qui vous évitera d'avoir à gérer plusieurs clusters en même temps. Je vous ai mis un petit graphique. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous permet comme ça d'avoir une petite vue relative par rapport à mon expérience de l'application de ces différentes techniques. Donc bon, bien sûr, l'extinction des machines est particulièrement intéressant, hein, je pense. Après, il y a l'utilisation des instances, enfin les on-demand qui peuvent avoir des aspects intéressants, les instances spot. Toujours pareil, sur un ratio de 50% d'instances spot. Bon, après, il faut ajuster tout ça en fonction de votre cas, hein, bien sûr. Les bases de données aussi, c'est un impact que moi, j'ai trouvé plutôt intéressant. Et la mutualisation, si au global, on prend tout ça, ça vous permet comme ça de diviser à peu près par 4 votre consommation. Bref, l'aspect vraiment qui est intéressant à retenir, c'est que vous avez moyen de réduire votre facture. Ça, je pense qu'il n'y a aucun souci. Moi, je pense que ce qu'il faut que vous visiez, enfin, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire au travers, bon, c'est un petit geste, hein, c'est pas grand-chose, mais je me dis que voilà, j'essaye de faire cet effort de réduire ma consommation. Et derrière,
ça me permet comme ça de me dire, bah, j'ai fait un petit geste pour la planète, pas énorme. Et au passage, bon, on l'a vu, ça nous permet d'avoir comme ça un petit peu plus d'indépendance par rapport à notre cloud provider. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui.